Demain, c'est la célébration du 22 septembre, la fête de l'indépendance du Mali. Au tout début de ce journal, nous écouterons le traditionnel discours du chef de l'État à la nation. Le colonel Assimi Goïta réaffirme sa ferme volonté de réussir les missions assignées à la transition. Il demande à ses compatriotes plus de solidarité et d'union dans un Mali réconcilié et en paix. Pour donner une note particulière à cette célébration des 62 ans d'indépendance du Mali, un invité de marque est dans nos murs. Il s'agit du président de la transition de la Guinée-Conakry, le colonel Mamadi Doumbia, de cœur avec les autorités de la transition malienne, est arrivé cet après-midi même à Bamako. Nous sommes le 21 septembre, veille de célébration des 62 ans du Mali indépendant. Bonsoir et bienvenue à cette édition largement dominée par les sujets consacrés au 22 septembre. Mais d'abord, je vous invite à suivre le traditionnel discours à la nation du chef de l'État. 22 septembre 1960, 22 septembre 2022, le Mali indépendant a 62 ans, un anniversaire placé sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée, et à cette occasion, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'adresse à la nation. On l'écoute. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, il y a 62 ans que les pères fondateurs du Mali célébraient en communion avec le peuple l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Cet événement historique que nous consacrons à notre tour est un rendez-vous citoyen auquel chaque Malienne et Malien doit accorder la plus haute importance, car c'est le jour de souvenir de notre dignité retrouvée après une longue période de domination coloniale. C'est pour cette raison que nous plaçons ce 62e anniversaire sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la rectification de la transition intervenue à partir du 24 mai 2021 résultait de la prise de conscience que les véritables causes des crises politiques et sociales dans notre pays n'avaient pas été traitées sérieusement. Le défi majeur auquel nous faisions face était alors de savoir comment nous épargner désormais un éternel recommencement. C'est pour trouver des réponses appropriées à leurs revendications légitimes que les Maliens se sont retrouvés au cours des mémorables assises nationales de la refondation qui ont tracé les sillons des réformes dans tous les domaines de la vie nationale. Au même moment où nous étions attelés à réaliser ces aspirations profondes de notre peuple, les organisations communautaires ouest-africaines ont décidé d'imposer des sanctions à notre pays. Il me plaît ici de saluer une fois de plus la résilience du brave peuple malien qui, dans la plus grande dignité, a supporté les difficultés et désagréments engendrés par cette situation. Ces sanctions conjuguées avec d'autres facteurs ont occasionné une augmentation du coût de la vie qui a affecté l'ensemble de la population, mais plus particulièrement les couches vulnérables. Il est heureux
que nous ayons tous pris conscience du fait que c'était le prix à payer pour atteindre nos objectifs à moyen et à long terme. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, le Mali se trouve à une phase décisive de son histoire. Ce n'est donc pas le moment de succomber aux démons de la division, malgré les actions de manipulation et les campagnes médiatiques mensongères à but subversif, visant à saper le moral de nos vaillants soldats et à créer la confusion au sein de notre peuple. Rappelons-nous, l'union nous a toujours permis de triompher sur l'adversité, alors que la division a donné à nos ennemis la possibilité d'avoir la victoire sur nous. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, nous ne pourrons atteindre nos objectifs que dans un environnement sécurisé. C'est pourquoi la priorité de l'heure demeure la défense de la patrie. Aux officiers, sous-officiers et militaires du rang, j'exprime ma fierté et ma confiance pour leur dévouement au service de la nation. Par la même occasion, je salue la mémoire des vaillants soldats maliens et étrangers tombés sur le champ d'honneur et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. À tous, je réitère la gratitude de la nation malienne. J'ai également une pensée pieuse pour les nombreuses victimes civiles innocentes de toutes les localités meurtrières du pays. Nous promettons de poursuivre le combat jusqu'à la libération totale de notre pays. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, pour atteindre nos objectifs militaires, le gouvernement a, au cours des derniers mois, acquis et mis à la disposition des forces armées des équipements de dernière génération. Il s'agit notamment des véhicules tactiques, d'engins blindés, de camions logistiques, d'ambulances, d'armes individuelles et collectives, mais aussi des vecteurs aériens. La montée en puissance actuelle, fruit d'un renforcement acharné des capacités terrestres et aériennes des forces armées, résulte d'une série de réformes et d'améliorations conséquentes des conditions de vie et de travail des hommes et femmes qui se battent au quotidien avec ardeur contre le terrorisme et les autres menaces qui assaillent notre pays. Rien n'aurait pu se réaliser sans une politique cohérente de défense par le biais de laquelle d'importants projets de réhabilitation et de construction d'infrastructures ont été réalisés. Au nombre de ces réalisations en cours figure en bonne place un hôpital militaire de haut niveau et 4 000 logements pour les forces de défense et de sécurité, en lieu et place d'habitats spontanés dont la prolifération devenait un facteur d'insécurité pour nos casernes. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, l'œuvre de refondation de l'État initiée sur la base des recommandations des Assises nationales de la refondation se poursuit à travers plusieurs actions comme l'adoption d'une nouvelle loi électorale et l'élaboration d'une nouvelle constitution qui nous permettront de doter notre pays d'institutions démocratiques stables. Au regard du vœu ardemment exprimé par le peuple malien lors des assises nationales de la refondation, il était devenu indispensable de respecter la volonté populaire, d'où le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises. Dans le même sillage, le renouveau de l'administration d'État est engagé avec les activités de mise en place des systèmes intégrés de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, intégrant les données du recensement administratif à vocation d'État civil. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, s'il y a un domaine où les Maliens ont de fortes attentes, c'est bien celui de la gouvernance de l'État. À ce niveau, il me plaît de rappeler que la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière figurent au centre des actions du gouvernement de la transition. Cette nouvelle dynamique, fondée sur une justice redynamisée, va se poursuivre afin de tracer le cadre d'une nouvelle gouvernance fondée sur le respect du bien public, la récompense du mérite et la sanction de la faute. Les instabilités sociopolitiques dans nos pays surgissent la plupart du temps à la suite des injustices. C'est fort de cette évidence que les autorités de la transition ont réservé une place centrale à la justice. Qu'il s'agisse de réguler les relations entre citoyens ou veiller au respect de la légalité ou même consolider la démocratie.
la justice remplit une fonction transversale dans la société. En cela, elle doit lutter contre les infractions économiques et financières et garder son rôle de régulateur pour la société. Conformément à mes orientations et instructions, la lutte contre la délinquance économique et financière demeure au cœur des actions du gouvernement de la transition dans le domaine de la gouvernance. Dès à présent, et en attendant l'opérationnalisation du pôle national économique et financier, des actions sont en cours pour donner des suites judiciaires aux différentes dénonciations faites par les structures de vérification et de contrôle. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la réalisation des ambitions de notre nation est liée à l'existence d'un capital humain de qualité qui est lui aussi tributaire des secteurs de la santé, de l'éducation et de la culture. C'est conscient de cela que, dans le domaine de la santé et du développement social, le gouvernement a mis l'accent sur la lutte contre les maladies, la construction d'infrastructures et la mise à disposition d'équipements, ainsi que le renforcement de la solidarité et la lutte contre l'exclusion. Dans le secteur éducatif, le gouvernement travaille à améliorer la gouvernance à travers notamment l'organisation d'examens exempts de toute fraude, le dernier recrutement des fonctionnaires par le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a été illustratif des idéaux de la refondation en cours. Il me plaît également de rappeler les actions qui sont mises en œuvre pour le renforcement de l'employabilité des jeunes et le développement de l'esprit d'entreprise qui ont amélioré l'accès à l'emploi et assuré la promotion de l'auto-emploi. Qu'il me soit également permis de saluer la performance de nos sportifs qui honorent notre pays aux différentes compétitions. En définitive, toutes les actions destinées à avoir un capital humain compétent devraient reposer sur un type nouveau de Maliens qui sera le bâtisseur du Mali Koura. À cet effet, la culture a un rôle déterminant à jouer. Il s'agit, dans ce domaine, de protéger et de valoriser notre patrimoine culturel et de faire émerger un Malien pétri des valeurs cardinales de notre société, un Malien travailleur et patriote. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, le développement économique est un impératif pour satisfaire les besoins vitaux de la population et assurer l'avenir. C'est pourquoi le gouvernement s'est attelé à agir sur les différents segments qui sont l'économie et les finances, les infrastructures, le développement rural, l'énergie et les mines, l'industrie et le commerce. Comme vous le savez, en raison de la situation que notre pays connaît, les appuis budgétaires ont été réduits de manière drastique pendant que la perte des recettes fiscales a atteint 3% du PIB. Dans le même temps, la crise sécuritaire a entraîné l'accroissement des dépenses militaires au détriment d'autres secteurs. Le contexte s'est encore détérioré avec les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, ainsi que l'évolution de la crise en Ukraine. Toutefois, le Mali a poursuivi ses efforts dans le sens d'une gestion efficiente des finances publiques, orientée dans le sens du respect des critères de convergence et des programmes convenus avec les partenaires techniques et financiers. En dépit des effets conjugués des différentes crises que le pays a subies, l'économie malienne est ressortie et résiliente en 2021 avec une croissance de 3,1% contre une récession de 1,2% en 2020. Et ce, en plus d'un déficit budgétaire maîtrisé à 4,7% contre 6,2% en 2020. La croissance devrait s'accélérer en 2022 pour atteindre 4,2% malgré les effets néfastes des sanctions économiques et financières de la CEDEAO et la crise ukrainienne. Avec la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, le Mali s'est mis à jour de l'ensemble de ses engagements internationaux. Le financement de l'activité économique a repris et progresse significativement grâce au dynamisme du secteur financier. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, le gouvernement est pleinement conscient des difficultés que connaissent les ménages, particulièrement les femmes et les enfants, en raison de la hausse des prix. Cependant, des efforts considérables sont consentis pour alléger leurs souffrances. Ainsi, le gouvernement a poursuivi la politique de subvention en matière de santé et a assuré un approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité à un prix maîtrisé. Maliennes, Maliens,
mes chers compatriotes. Le domaine des transports et des infrastructures est vital pour notre pays à un moment où il est engagé à relever de nombreux défis. Ainsi, dans ce domaine, les réalisations majeures ont porté sur la poursuite et le renforcement des actions de désenclavement intérieur et extérieur du pays, avec la réalisation ou la réhabilitation d'infrastructures routières dans toutes les régions du pays. Dans le secteur de l'agriculture, il est important de rappeler que notre pays a récupéré sa place des premiers producteurs de coton en Afrique. Au niveau du sous-secteur de l'élevage et de la pêche, des efforts importants ont été fournis pour booster la production dans ce secteur. Maliens, mes chers compatriotes, les efforts destinés à assurer la couverture des besoins en énergie électrique des populations et des activités socio-économiques du pays se sont poursuivis à travers le renforcement des capacités de production hydroélectrique et thermique. La mise en œuvre des projets et activités annoncées permet de projeter le taux national d'électrification à 55% à la fin de l'année contre 53% en 2021. L'ambition étant fixée à 58% pour 2023. Maliens, mes chers compatriotes, plus que jamais, le Mali entend retrouver la place qu'il revient dans le concert des nations. Je voudrais saluer notre diplomatie qui, de manière courageuse et professionnelle, porte la voix du Mali partout où cela se doit. Je voudrais également remercier tous les partenaires qui accompagnent notre pays dans la lutte contre les groupes armés terroristes et pour la restauration d'un État démocratique. Notre pays est soucieux de raffermir ses relations avec tous les autres pays et de participer activement à la vie internationale. Cependant, il est important que nos partenaires comprennent que les relations avec notre État doivent être désormais fondées sur les trois principes suivants: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. C'est aussi le lieu pour moi de saluer l'ensemble des Maliens établis à l'extérieur pour leur souci constant de défendre la patrie et d'apporter leur pierre à l'œuvre du développement économique. Maliens, mes chers compatriotes, la question de la souveraineté qui nous est chère à tous ne doit pas être un vain mot, c'est-à-dire un simple slogan destiné à mobiliser la population. Nous devons travailler à nous donner les moyens de nos ambitions de nation souveraine. Les différentes péripéties que notre pays a connues ces derniers temps nous ont permis de mieux connaître les causes de notre vulnérabilité. Ainsi, fort des enseignements tirés de toutes les difficultés dont certaines nous ont été imposées à dessein, nous avons décidé de réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis des facteurs exogènes et de lui assurer plus d'autonomie. Ainsi, le gouvernement envisage la relance des secteurs productifs stratégiques pour la sécurité et l'indépendance économique du pays. Il s'agit notamment de la relance de la compagnie malienne de textiles, des chemins de fer, de l'usine malienne des produits pharmaceutiques. Dans la même optique, nous allons relancer le projet de construction du barrage de Stafsa. Ceci nous permettra de produire de l'électricité pour couvrir une bonne partie de notre consommation et assurer l'irrigation des terres de culture. Maliens, mes chers compatriotes, pour renforcer cette politique d'autonomisation de notre pays, le gouvernement va ouvrir plusieurs nouveaux chantiers. Il s'agit en plus de l'ouverture de l'école africaine des mines, de la création d'une société de recherche et d'exploitation minière, ainsi que de la construction d'une usine de raffinage de l'or et d'une usine de filature de coton. Dans notre stratégie économique, il s'agit désormais, dans une optique de renforcement du tissu industriel du pays, de transformer les matières premières stratégiques sur place pour créer de la valeur ajoutée. Dès demain, nous lancerons également la construction d'un complexe hospitalier de 4e référence pour diminuer les évacuations sanitaires de nos concitoyens. Enfin, pour concrétiser notre ambition de nous placer sur l'orbite des technologies modernes, le pôle scientifique et technologique du Mali verra bientôt le jour. La première composante de ce pôle sera le centre de recherche en robotique et en intelligence artificielle qui aura pour mission de faire émerger des chercheurs de haut niveau et d'assurer l'encadrement des jeunes talents, écoliers, lycéens et étudiants dans le domaine technologique.
Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, tout en rendant à nouveau un hommage mérité au peuple malien pour sa mobilisation inconditionnelle pour la réussite de la transition, je lance un appel pressant à la jeunesse malienne dont le rôle a toujours été décisif dans la vie publique. Cette transition est aussi la sienne. C'est la raison pour laquelle elle ne doit nullement être en marge du processus de refondation de notre pays. Cela est d'autant plus nécessaire que l'attitude de la jeunesse a toujours eu un impact sur le pays. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Vive le Mali indépendant et prospère. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Voilà, c'était là le discours à la nation du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, discours largement centré sur l'union dans la souveraineté retrouvée. La traduction du discours en bamanankan après cette édition. Je vous informe également que nous irons ensemble sur la place de l'indépendance avec Sira Bachili qui nous fera revivre des temps forts de la cession de notre pays à l'indépendance. Les témoins du Mali indépendant auront la parole, la bataille de Saboussiré. Il en sera question également, ou encore tout simplement donner le sens de la retraite au flambeau. Un journal très riche préparé avec munici par la rédaction. On retrouvera aussi Ibrahima Djombélé pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui. Ibrahima Djombélé, bonsoir. Bonsoir, Nyanya Alou Traoré. Et à tout à l'heure donc. Inch'Allah. Merci. On va continuer donc dans le sommaire. Je vous l'annonçais, ce 22 septembre revêt une note particulière avec la présence à Bamako d'un invité de marque. Il s'agit du président de la transition de la Guinée-Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya, de cœur avec les autorités de la transition malienne, est arrivé cet après-midi même. Son déplacement témoigne de l'excellence des relations historiques entre Bamako et Conakry. Voyons le cérémonial d'accueil à l'aéroport international. Président Modibo Keïta Sénou, rien n'a échappé à Ibrahima Traoré, surtout quand le président colonel Goïta Doumbouya se retrouve. Toute une ambiance, suivons ensemble. Première sortie officielle du président de la transition de Guinée, le Mali. Une visite qui intervient seulement 2 semaines après celle du président burkinabé qui effectuait lui aussi son premier déplacement à Bamako. Tout un symbole. Colonel Mamadi Doumbouya est accueilli à sa descente d'avion par colonel Assimi Goïta, président de la transition. Les 2 frères d'armes échangent quelques mots empreints d'amitié et de fraternité.
Le président guinéen entame ainsi un séjour de 48 heures dans la capitale malienne. Après les honneurs militaires, il salue le Premier ministre par intérim, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et les diplomates accrédités au Mali. Suivra ensuite un entretien entre les deux chefs d'État dans le salon d'honneur du pavillon présidentiel de l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. À l'issue de cette entrevue, colonel Mamadi Doumbouya nous confie dans une brève réaction le but de sa visite au Mali. Je suis à Bamako à côté de mon frère, le président Assimi, pour bien sûr fêter l'indépendance du Mali et accompagner le peuple malien, qui est un peuple frère. Et nous savons bien sûr la Guinée et le Mali, qu'on le dise, c'est un poumon ou deux même dans un même corps. Donc pour moi, il est important d'être à Bamako pour fêter l'indépendance du Mali avec mes frères maliens. Dans son agenda, déjà ce soir, le président Goïta offre un dîner officiel en son honneur. Et ce 22 septembre, les deux dirigeants déposeront ensemble une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance en hommage au père de l'indépendance. Ils prendront part également à une prise d'armes au génie militaire. Le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, est donc à Bamako pour une visite officielle de 48 heures. C'est une première, une visite qui va sans doute booster davantage la coopération bilatérale qui est au beau fixe. Voyons quelques points forts de cette coopération qui date de l'Empire Mandingue avec Sidiki Dambélé. En choisissant la terre malienne pour sa première sortie officielle, le président guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, ne fait que confirmer davantage la célèbre formule de Sékou Touré selon laquelle la Guinée et le Mali sont deux poumons d'un même corps. Le Mali et la Guinée entretiennent des relations multiformes car unies par l'histoire et la géographie. Les présidents Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya sont décidés à solidifier davantage cette relation d'amitié et de coopération pour le bonheur des peuples et dans l'optique de réaliser le vieux rêve de deux panafricanistes, Modibo Keïta et Ahmed Sékou Touré, de bâtir une fédération Guinée-Mali. Des actes forts sont posés de part et d'autre par les deux présidents qui se retrouvent aujourd'hui devant la scène de l'histoire. Pour le rappel, lorsque la Guinée a été frappée par la grave épidémie d'Ebola en 2014, le Mali avait été l'un des rares pays voisins à avoir maintenu ses frontières ouvertes. Et quand la CEDEAO et l'UEMOA ont sévèrement mis le Mali sous embargo économique et financier le 13 janvier 2022, Conakry s'est désolidarisé en refusant d'appliquer la sanction. Une sanction qui a été d'ailleurs l'occasion pour les deux pays de se rapprocher davantage et de booster leur coopération, notamment dans les domaines économiques et sécuritaires. Fait historique, le mercredi 3 août 2022, une délégation de 5 ministres maliens en visite à Conakry a été invitée par le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, à siéger au Conseil des ministres hebdomadaires au Palais Mohamed V. Tout un symbole. Un sens profond au panafricanisme pour lequel nos pères fondateurs se sont battus, s'est réjoui ce jour-là le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Car au cours de cette session, le colonel Doumbouya a rassuré ses hôtes que le Mali peut compter à tout moment sur la fraternité, la solidarité et le panafricanisme du peuple de Guinée qui se tient debout à ses côtés. À travers donc cette visite officielle des 48 heures et en participant aux festivités du 22 septembre aux côtés de son frère Goïta, le président Doumbouya ouvre une nouvelle page de la coopération bilatérale. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce mercredi à Bamako du forum sous-régional des leaders religieux musulmans pour la paix et la stabilité dans les pays du Sahel. Regroupant une dizaine de pays, l'événement a pour but de mettre en place un cadre inclusif de concertation et de coordination sous-régionale pour une synergie d'action des leaders musulmans. C'est là en vue de lutter et prévenir l'extrémisme violent dans la zone sahélo-saharienne. Les organisateurs de la rencontre ont été reçus ce matin à Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ils étaient venus faire le point de la cérémonie d'ouverture de leurs travaux et remercier le chef de l'État pour ses appuis. Nous vous proposons d'écouter leur porte-parole. Mohamed Kimbiri est au micro de Soumaïla Berté.
Et par rapport à la rencontre, nous avons beaucoup parlé vraiment des problèmes qui assaillent notre pays, et principalement par rapport à la paix, la sécurité. Donc c'était vraiment l'épine dorsale vraiment par rapport à notre... C'est pas pour rien que nous avons invité au niveau de la sous-région les représentants de tous les pays du Sahel, plus la Mauritanie et le Nigeria. Donc c'était pour ensemble se réunir et faire sortir un plan d'action contre vraiment tout ce qui assaille notre pays comme problème. Le chef de l'État nous a écoutés avec l'oreille attentive. Et Inch'Allah, et puis il a même fait des bénédictions par rapport à la réussite vraiment du forum que nous venons d'organiser. La suite du programme, ce serait pour demain, la clôture. Donc en finalité, nous allons mettre en place un comité qui va s'occuper de tous les problèmes au niveau de la sous-région. Donc tout ce qui va concerner le Mali va concerner les autres pays. Et ensemble, nous allons décider vraiment les moyens pour lutter contre des fléaux qui assaillent notre pays. Un mot à présent de la cérémonie d'ouverture des travaux du Forum sous-régional sur la paix et la stabilité. Elle était présidée par le Premier ministre par intérim en présence du président du CNT et du président du Haut Conseil islamique du Mali, Mohamed Kentao, compte rendu. Les pays de la sous-région aux côtés du Mali dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. C'est à travers le forum sous-régional des leaders religieux musulmans pour la paix et la stabilité dans les pays du Sahel. Forum qui se veut un cadre idéal de concertation et de coordination afin de minimiser, voire éradiquer, les attaques terroristes dans le Sahel. L'événement regroupe à Bamako les représentants d'une dizaine de pays de la sous-région. Il s'agit du Burkina Faso, de la Guinée, du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie, du Bénin, du Tchad, du Ghana et du Nigeria. L'initiative est du Haut Conseil islamique du Mali. Aujourd'hui est un grand jour inoubliable pour le Mali et pour les pays de la sous-région. Durant ces 3 jours, nous allons discuter de la situation du Mali et des autres pays du Sahel. L'islam est contre la violence. Il prône la paix et la tolérance entre citoyens. Nous remercions le président de la transition, le premier ministre par intérim et l'ensemble du gouvernement ainsi que le président du CNT pour leur disponibilité. Cette première édition se tient au moment où le Mali cherche une solution à la crise multidimensionnelle qu'il traverse. Occasion pour les 200 participants de débattre de 2 principaux thèmes, à savoir l'aperçu sur l'état de la situation sécuritaire dans la sous-région en général et du Mali en particulier, ainsi que les facteurs attractifs des jeunes vers le terrorisme. Ce sont les religieux qui sont les gages de la sécurité, du développement dans un pays. C'est eux qui sont avec la population nuit et jour. C'est eux qui sont à l'avant-garde de tout un problème socio-économique dont ici il est lieu de saluer le Haut Conseil islamique et toutes les associations islamiques. Nous remercions toute la délégation sous-régionale qui nous ont gratifiés avec leur respect et qui nous ont gratifiés avec leur déplacement dans le cadre de ces forums sous-régionaux. Le Premier ministre par intérim s'est beaucoup appesanti sur les voies et moyens susceptibles de faire face à l'extrémisme violent. Et c'est la raison pour laquelle l'État accorde un intérêt particulier à cette rencontre. L'intérêt que l'État porte aux communautés religieuses est très grand, car elles participent principalement à l'éducation, à la paix, à la concorde et au vivre ensemble. Elles soutiennent le réarmement moral de notre peuple à travers des messages de pardon, de réconciliation et de cohésion sociale. L'organisation de ce forum sous-régional en est une parfaite illustration et cadre bien avec l'initiative prise par les plus hautes autorités, le gouvernement de la transition, en consacrant désormais une semaine dédiée à la paix et à la réconciliation nationale, la semaine nationale de la réconciliation. À la fin des 3 jours de travaux, un groupement au nom des musulmans des pays du Sahel sera mis en place. Un document sera également élaboré pour servir de feuille de route
dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la sous-région. À mes côtés, sur ce plateau, Ibrahima Djomile, que je retrouve avec bonheur. Ibrahima, allez, bonsoir et bonne fête d'indépendance à vous. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec toi, Nyanyalou Traoré, et bonne fête à toi merci, aussi. Merci également. Donc vous êtes là pour la lecture du conseil, du communiqué du Conseil des ministres, tenu aujourd'hui à Koulouba, sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête à vous également. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant en modification du décret numéro 09-178 PRM du 27 avril 2009 instituant la redevance pour l'émission de la lettre de voiture. La lettre de voiture est l'écrit qui constate le contrat de transport de marchandises. Elle constitue la preuve de l'existence d'un contrat de transport de biens meubles par lequel le transporteur s'engage principalement et moyennant rémunération à déplacer par route d'un lieu à un autre et par le moyen des véhicules la marchandise qui lui est remise par le propriétaire. Le taux de la redevance pour l'émission de la lettre de voiture appliquée sur tout transport routier de marchandises demeure à ce jour l'un des plus faibles de la sous-région. Le présent projet de décret est adopté pour rehausser le taux de la redevance dans les limites conformes aux pratiques sous-régionales. Cette augmentation permettra d'accroître les ressources internes du Conseil malien des transporteurs routiers et de réaliser le long des corridors routiers dans les agglomérations des infrastructures de lignes telles que les parkings, les aires de stationnement, les gares routières et les aires de service. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant loi des finances pour l'exercice 2023. Le projet de loi des finances 2023 est le 6e budget présenté en mode programme. Les prévisions des recettes budgétaires pour l'exercice 2023 s'élèvent à 2199,908 milliards de francs CFA contre 1982,440 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectifiée 2022, soit une augmentation de 217 467 milliards de francs CFA correspondant à une hausse de 10,97%. Les prévisions des dépenses budgétaires pour l'exercice 2023 s'élèvent à 2895,903 milliards de francs CFA contre 2647,28 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectifiée 2022, soit une hausse de 2048,874 milliards de francs CFA, soit une progression de 9,40%. Le budget 2023 présente un déficit global de 695 995 milliards de francs CFA contre 6064,588 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectifiée 2022, soit une augmentation de 4,73%. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation des parcelles de terrain, objet des titres fonciers numéro 720, numéro 721 et numéro 722 de la commune 3 du district de Bamako. Les parcelles de terrain de superficie respectives de 37 arts, 16 centiares, 13 arts, 20 centiares et 5 arts, 9 centiares, 6 à Sowonafi sont destinés à abriter l'école, le centre de santé communautaire et le centre secondaire d'état civil de Koulouba. La délocalisation de ces structures de Koulouba vers Sowonafi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sécurité. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative aux modalités d'application de certaines dispositions de la loi domaniale et foncière.
Dans l'optique d'adapter la loi domaniale et foncière à son contexte, l'ordonnance numéro 2020-014 PTRM du 24 décembre 2020 a été adoptée. Cette loi a introduit plusieurs innovations dans la gestion domaniale et foncière. Dans la pratique, certaines de ces innovations pour recevoir une application correcte et uniforme de la part des services techniques doivent être explicitées. La présente communication est approuvée à cet effet. Elle propose des solutions de simplification et d'harmonisation des pratiques au niveau des différents bureaux des domaines. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres des décisions de la 58e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Autorité du développement intégré des États du Liptako-Gourma tenue à Niamey le 16 septembre 2022. Cette 58e session ordinaire, placée sous le thème « Dynamisation de l'autorité du développement intégré des États du Liptako-Gourma pour la sécurisation et le développement durable dans les États membres, après la décision de confier la présidence du Conseil des ministres au Mali à compter du 17 septembre 2022 à travers son ministère et son ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Le poste de secrétaire général par intérim a compté du 1er octobre 2022 à Madame Awa Aw, de nationalité malienne et chargée du projet de stabilisation du programme des Nations Unies pour le développement au niveau de l'autorité du Liptako-Gourma. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant rappelé la population respecte strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Diana Alou Traoré, une fois encore, bonne fête. Merci beaucoup, Ibrahima Djombele. Mais restez avec nous. Nous allons rejoindre en direct à la place de l'Indépendance Sira Bachili. Nous avons une édition spéciale ce soir. Sira Bachili, si vous m'entendez, bonsoir et c'est à vous. Bonsoir, Nyanya Alou Traoré. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au boulevard de l'Indépendance, symbole de la souveraineté nationale, classé patrimoine national du Mali depuis 2012. Le Mali indépendant aura 62 ans ce 22 septembre 2022. La décolonisation a été un long et laborieux processus. L'indépendance a été acquise dans un contexte d'éveil politique et de désir de souveraineté. De l'autonomie obtenue en 1956 à la proclamation de l'indépendance le 22 septembre 1960 en passant par la Fédération du Mali, Cheikh Oumar Sangaré nous fait un gros plan sur ce processus laborieux. Suivons ce dossier. La résistance malienne à la pénétration coloniale a été remarquable, tant sur le plan physique que mental. Cela s'explique par le fait que pour l'homme malien, la liberté est très chère. On peut dire pratiquement que le triomphe de la colonisation va commencer surtout après 1920. Et d'ailleurs, c'est à ce moment que notre pays a été séparé de la Haute-Volta, parce qu'on va créer la Haute-Volta en 1919, on va créer le Niger en 1921, et en même temps, maintenant, notre pays va retrouver son ancien nom, le Soudan français. Si le début des années 1900 a été marqué par de nombreuses révoltes communautaires dans le Soudan français, la lutte prend une dimension plus politique après la Deuxième Guerre mondiale avec des mouvements d'émancipation et des revendications indépendantistes face aux servitudes coloniales. Dès les années 40, le grondement était là déjà. C'est-à-dire que les gens se recherchaient pour essayer de lutter contre ce système. Et ce combat s'est renforcé pour atteindre les années 60, jusqu'à obliger même un peu la métropole française à essayer de réorganiser et d'assouplir un peu le régime par une certaine africanisation des rôles à un certain niveau, et qui a conduit à la fameuse loi Gaston Defferre ou loi cadre. L'affaiblissement des pays colonisateurs à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement la France et la Grande-Bretagne, l'attitude anticolonialiste également des États-Unis d'Amérique et l'ex-URSS, et surtout l'Organisation des Nations Unies, l'ONU,
qui ont fortement contribué à la décolonisation. Le Soudan français amorce véritablement son processus d'indépendance le 3 octobre 1956 avec l'obtention de son autonomie et devient 2 ans plus tard la République soudanaise, partie intégrante de la communauté française. Au même moment, la jeunesse sert de caisse de résonance pour relayer des slogans anticoloniaux. Des formules comme disant que la communauté française, c'est la communauté entre les cavaliers et les chevals. L'un est toujours sur le dos de l'autre. Ensuite, le Soudan, actuel Mali, le Sénégal, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso et les Dahomey, présentement appelés Bénin, envisagent de former une fédération au sein de la communauté. Mais les Dahomey et la Haute-Volta renoncent au projet, laissant le Soudan et le Sénégal créer la fédération. La fédération même officiellement va, n'est-ce pas, prendre à leur point à partir du 20 juin 1960. Cependant, des divergences naissent très tôt. D'abord, sur la question du statut de la fédération. Modibo Keïta prône un État unitaire et fort, tandis que Senghor opte pour un regroupement plus souple. Ensuite, ce fut des tiraillements pour la nomination du chef d'état-major général de l'armée fédérale. Le Sénégal propose le colonel Fall et le Soudan désigne le colonel Abdoulaye Soumaré, promis au grade de général et qui sera finalement retenu pour les postes. La fédération finit par s'éclater. Le Sénégal proclame son indépendance le 20 août et le Soudan en fait de même le 22 septembre 1960. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Le mot d'ordre qu'on avait, c'était de vivre le Mali pour fêter le 22 septembre 1960. Ça a été acclamé par tout le monde. Tout le monde était content. La République du Mali est née. La joie de la liberté retrouvée est inestimable et des bonnes volontés contribuent à la mise en route du nouvel État. « 62 ans après, le Malien se sent plus que jamais fier de son pays. » De toute ma vie, je n'ai jamais senti un pays aussi libre, un pays aussi engagé, un pays aussi célèbre que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que les choses ont changé. Nous entendons nos responsables parler d'égal à égal avec le blanc. J'ai un vœu que je présente à Dieu à tout moment et à toute heure, c'est-à-dire de rendre le Mali heureux, de sauver le Mali, de consolider l'unité du Mali pour que les Maliens vivent ensemble. Nous vous proposons à présent certains discours du président Modibo Keïta qui ont marqué plus d'un. Vous vous rappelez sûrement cette déclaration, je cite, « Le Mali continuera de résonner comme un gong sur la conscience de ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. » Eh bien, le combat après Modibo Keïta se poursuit, celui de la souveraineté et de l'indépendance du Mali, mené aujourd'hui par les autorités de la transition. Alors, ils se sont inspirés de Modibo Keïta ou pas, on ne le sait pas. Bourama Traoré nous amène dans l'univers de Modibo Keïta à travers les archives de l'OATM. Suivons ensemble.
Modibo Keïta, un homme dont le destin se confond avec l'histoire du Mali, un pays qu'il a tant aimé et tant défendu à travers un verbe qui a marqué les esprits. Son discours prononcé le 20 août 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali, illustre éloquemment cet engagement inconditionnel pour une cause malienne juste, dans le viseur du père de l'indépendance, l'ex-puissance coloniale. Ce sont des dirigeants français qui ont inspiré, préparé, déclenché, soutenu la sécession de la République du Sénégal. Je n'en veux pour preuve que quelques faits. La demande d'ajournement par la France à l'ONU de l'admission de la Fédération du Mali. Le refus systématique de la France, en application des accords franco-maliens, d'apporter son appui pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. Outre son rôle actif dans l'éclatement de cette fédération, la France va délibérément violer les accords qui la liaient au Mali. Contre toute attente, l'histoire se répète avec l'ex-puissance coloniale, mais c'était sans compter sur la détermination des héritiers actuels de Modibo Keïta. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous restons mobilisés pour l'idée de la Fédération qui, malgré tout, demeure une semence virile de l'unité africaine. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. La France va donc tenter d'isoler le Mali sur la scène internationale pour ses prises de positions courageuses et anticolonialistes. Déjà préparé à cette éventualité, le président Modibo Keïta va mettre en valeur un concept, celui de la diversification des partenaires. Nous sommes décidés à établir des relations amicales avec tous les États du monde, sans exclusive aucune, singulièrement avec ceux d'Afrique, qui seront désireux de promouvoir une politique d'union et de progrès, de s'engager résolument dans la lutte pour la libération totale du continent africain et l'établissement d'une paix durable entre tous les peuples. Le président Modibo Keïta était convaincu que l'indépendance réelle et totale ne se décrète pas. Elle s'acquiert plutôt au prix d'énormes sacrifices. Sacrifices demandés aujourd'hui aux Maliens pour respecter la ligne tracée par le père de la nation. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent, sans possibilité d'ingérence étrangère, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour que la paix, espoir des peuples en voie de développement, s'établisse entre tous les pays du monde. Comment ne pas rappeler cet autre discours tenu par le président Modibo Keïta le 22 septembre 1964. Dans cette adresse, il rend hommage au quatrième pouvoir, dont le pouvoir, lorsqu'il est bien exercé, contribue au bien-être collectif. Rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit, lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple.
Un autre discours de Modibo Keïta qui a retenu l'attention, c'est celui tenu le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie lors du sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui Union africaine. Une adresse à l'allure d'une invite aux Africains à s'unir pour réussir le développement du continent. L'unité, plus que jamais, est la condition de la survie de l'Afrique, de son indépendance, de sa dignité. Le peuple du Mali, pour sa part, n'épargnera aucun effort pour consolider l'organisation de l'unité africaine, pour faire valoir la civilisation africaine, pour que l'Afrique, notre chère Afrique, si belle et si riche, cesse enfin d'être la chasse gardée de puissances extérieures, pour que les Africains deviennent enfin les seuls maîtres chez eux. Le combat de Modibo Keïta était à la fois malien et africain. L'homme dont le général de Gaulle disait, je cite, « C'était le seul chef de l'État africain à qui je pouvais m'adresser sans me baisser ». Fin de citation. Une grandeur au sens propre comme au figuré. L'histoire du Mali indépendant totalise plusieurs phases. Elle va de la période des grands empires à la pénétration coloniale et la résistance en passant par les luttes proprement dites. Souleymane Kenza Sidibé nous aide à décortiquer tout cela. Suivons ensemble. Le Mali, pays vaste au sud du Sahara, plus d'1 241 000 km², berceau des grands empires, berceau de l'humanisme sahélien. Nous disons le Mali de l'empereur Soundiata Keïta a 70 ans d'existence depuis le 22 septembre 1960, date de son accession à l'indépendance, indépendance couronnée par le départ du dernier soldat français sous son sol en 1961. À noter que c'était l'aboutissement d'une lutte héroïque menée par des hommes éclairés, des hommes qui aimaient bien leur pays. Ces hommes avaient su mobiliser les énergies nationales autour de leur personne. Le président Modibo Keïta et ses hommes avaient su mobiliser les Maliens pour l'œuvre de construction nationale. Ce n'est pas simplement l'indépendance du Mali, mais l'indépendance du peuple noir d'Afrique. Toute l'Afrique venait prendre un exemple sur nous. Toute l'Afrique ne cherchait qu'à imiter ce que les Maliens étaient en train de faire. Je rappelle simplement qu'en 8 ans d'indépendance, en 8 ans de gestion du pouvoir de l'USRDA, ceux qui ont fondé le Mali, qui ont eu l'indépendance, 43 chefs d'État et de gouvernement ont visité le Mali pour venir voir ce que le Mali est en train de faire dans ce petit coin. 43. Des grands pays, encore moins tous les pays africains. Et quand on dit Nelson Mandela est venu prendre l'exemple ici, chez Modibo Keïta en 1963, qui non seulement a aidé l'ANC financièrement, a aidé l'ANC politiquement, a aidé l'ANC militairement. Et politiquement, si je le dis, c'est que le Mali a donné 100 passeports diplomatiques de nationalité malienne aux membres de l'ANC pour qu'ils parcourent le monde parce que l'Angleterre ne voulait pas. Ils ne pouvaient pas avoir de passeport internationaux pour sortir. Le Mali leur a donné ça. Ils ont visité le monde pour parler de l'indépendance et de l'apartheid avec des passeports maliens. Tenez-vous bien. Donc il y a de quoi être fier de ce que ces gens avaient comme vision pour notre pays et pour l'Afrique et le monde noir. En 8 ans, 38 sociétés d'État et entreprises d'État dont les usines ont été créées pour la production, pour que les Maliens soient satisfaits de ses besoins primaux. En 67-68, le Mali avait la couverture de 60% de ses produits d'exportation créés au Mali. On n'en importait que 40%. Aujourd'hui, on en importe presque 90% de nos besoins de consommation. Ce sont des gens qui aimaient leur pays, qui pensaient que leur devoir était de le servir pour faire le bonheur du peuple. Donc, c'était des vrais militants qui ont fait leurs armes pendant la lutte anticoloniale et qui savaient ce qu'était le colonialisme et qui voulaient vraiment s'en débarrasser pour construire un État indépendant et souverain. L'histoire du Mali, c'est à plusieurs niveaux. Le temps des grands empires, la période coloniale et les résistances. D'où le besoin du travail de la mémoire si le peuple malien veut inventer son futur.
Le danger aujourd'hui, c'est que ceux qui veulent nous croquer disent non, ne vous souvenez pas du passé, tournez la page et construisons aujourd'hui et demain. Il n'est pas possible de construire aujourd'hui et demain si on fait table rase du passé. Surtout un peuple qui a été opprimé pendant 550 ans, s'il oublie ses passés, il sera croqué encore pendant 550 ans. Il faut que nous travaillions le dessus pour que nous puissions regarder aujourd'hui lucidement pour construire demain de façon pertinente. Pays carrefour, d'échanges, de partage et d'hospitalité légendaire. Le Mali a connu 3 grands empires, le Ghana Ouagadougou, le Mali, l'Empire Songhai et plusieurs royaumes. Toutes ces entités politiques avaient déjà façonné le Malien d'une certaine personnalité, le doté d'une certaine personnalité capable de comprendre et de faire la part des choses. Parallèlement à ces forces empires, l'enseignement s'est développé comme à l'université de Tombouctou, comme à Djenné, Dia ou Massina. Le Malien ou disons le Soudanais d'alors était déjà citoyen d'une cité ou d'une nation bien structurée. L'histoire du Mali va connaître une fin funeste avec la déroute de l'Empire Songhai en 1591 à Tondibi face aux troupes marocaines et la défaite des siècles plus tard du canton de Saboussiré contre les envahisseurs colons français le 22 septembre 1878. La colonisation venait de prendre pied dans ce que l'on appelait le Soudan français. Et cette colonisation va se faire avec une brutalité unique. Partout où le colon passa, le sang a coulé. Des villes entières ont été rasées, des villes martyres sont nombreuses au Mali. L'histoire de la conquête coloniale au Soudan, c'est l'histoire également des villes cassées. Niantazo a été brûlé, Goumanko a été brûlé, Daban a été brûlé, Ouessebougou a été brûlé, Ségou a été bombardé, Djenné a été bombardé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ville qui se soit rendue comme ça aux Français. Et le cas de Djenné est un cas d'école. Parce qu'on aurait pu dire, Ouessebougou, c'est normal, c'était une citadelle militaire. Sigasso, c'est normal, la structure même incitait à la guerre. Mais même les villes commerçantes ont été bombardées. Ils ne se sont pas rendus comme ça. Les populations ne se sont jamais soumises aux autorités coloniales. Vous vous souvenez certainement de la révolte de Bélédougou, la révolte de Bobo 1916, la révolte de Firoun 1917, la révolte de Dogon en 1920. Et tenez-vous bien avant, les Tamashek avaient massacré le capitaine des vaisseaux Bonnier et ses troupes à Takubaou. Pour dire qu'il faut un dialogue spécial des mémoires et une volonté sincère pour que les autorités maliennes et françaises puissent se comprendre un jour. Une évolution nécessaire dans les mentalités et les attitudes pour le nouveau monde qui se dessine. Dans le même registre historique, direction à présent Saboussiré, c'est à 25 km de Kaï, Saboussiré, où a lieu la bataille entre les forces françaises et Niamodi Sissoko. C'était exactement le 22 septembre 1878. Un véritable verrou formé pour empêcher la progression des forces françaises, tordant la main à l'ennemi, a changé de stratégie, mais peine perdue, Saboussiré a pu résister. Et comment? Nous allons découvrir cette histoire avec Kansoutou Kanouté depuis Kaï. Nous sommes ici sur le site où était construit un imposant tata ou tato en Rassonké, qui veut dire mur de protection du roi, de sa famille, de la population et de ses sofas. Le lieutenant-colonel Ribaud, à la tête d'une force de 585 hommes, 4 canons et 80 chevaux, a affronté dès l'aube et pendant 5 heures les troupes du roi Niamodi Sissoko. Le peuple du Logo, fidèle au code de l'honneur, a résisté à la domination coloniale. Malgré la vaillance des défenseurs de Logo Saboussiré qui étaient protégés par un imposant tata, la puissance de feu du détachement colonial ne pouvait que faire la différence à la longue, avec de lourdes pertes en vies humaines de chaque côté. Il y eut 13 morts, dont 2 officiers, un capitaine et un lieutenant, et 51 blessés chez les assaillants.
Du côté des défenseurs du royaume de Logo, 150 morts ont été dénombrés, dont le roi Nyamodi Sissoko. C'est à partir d'ici, pour la bataille de Saboussiré, l'envahisseur a été accompagné par des ennemis pour indiquer là où se trouve le roi à l'époque. Le roi a pris une pirogue avec ses sofas pour échapper à l'envahisseur. Mais ils ont tout fait pour indiquer le portrait et tout du roi, et l'envahisseur n'a pas hésité à tirer. Et la pirogue où se trouvait le roi a été éclatée. Il est mort à partir de ce coup de canon qu'ils ont lancé de l'autre côté du fleuve. Qu'est-ce que l'histoire nous apprend par rapport à ça? La vraie conquête de l'Européen, c'était essayer de rattraper El Hadj Omar qui avait séjourné pendant au moins 2 mois à Saboutsiré jusqu'à 3 mois. Donc le colon en a profité parce qu'il y avait un pacte entre El Hadj Omar et le colonisateur Faidherbe, que El Hadj Omar ne devait pas être sur la rive gauche, il devait occuper seulement la rive droite. Donc c'était installé à Saboutsiré. C'est cette forme de vouloir rattraper El Hadj Omar qui a eu lieu la bataille. Les populations ont été victimes du fait qu'ils ont dit non à la colonisation. Le 22 septembre 1878, pour la population de Logo-Saboussiré, reste et demeure une grande date. Nous avons en tête que le 22 septembre 1878 est une grande date et que c'est à partir de cette date que nos autorités de l'indépendance, qui sont les pères de l'indépendance, notamment Modibo Keïta et ses camarades, ils se sont inspirés de cette date-là pour proclamer l'indépendance du Mali. Qu'ils ont choisi la date ou que ce soit une coïncidence, la région de Kaïlé dit merci. Grand merci pour avoir choisi cette date. Mais nous lançons un appel, un cri de cœur, à feu Amadou Toumani, sa suite, surtout sa fondation, donc à sa femme, Madame Touré Lobo, que ce que Atité avait initié pendant les cinquantenaires, pratiquement rien n'existe plus, tout a presque disparu. Saboussiré mérite d'être cité, Saboussiré mérite d'être soutenu, Saboussiré mérite d'être connu. Des guerriers ont certes fait leurs preuves en matière de combat, mais c'est le roi Nyamodi Sissoko qui fut le plus influent et qui est resté gravé dans la mémoire de la population du Logo. Pour celle-ci, il est le symbole de la résistance, car il fut ce guerrier farouche à s'opposer à la pénétration française en Afrique de l'Ouest. Et pour ce fait, cette histoire doit être reconnue et enseignée dans les écoles et lance donc un cri de cœur pour la réhabilitation du Tata, qui est un symbole pour le village, ainsi que la réhabilitation du monument, qui est en état de dégradation très avancé. Nous sommes à la veille du 62e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance et c'est devenu presque une tradition de voir les citoyens manifester leur joie à travers la retraite au flambeau. C'est dans la nuit du 21 au 22 septembre habituellement. Cette retraite au flambeau se manifeste par un défilé. Il s'agit concrètement d'un défilé qui se déroule au cours duquel la population chante, danse avec des flambeaux en main à travers la ville. Quelle est la symbolique de la retraite au flambeau? C'est un dossier signé Abdoulaye Sapou. La retraite au flambeau, une pratique vieille de plus d'un demi-siècle au Mali. Mais à l'appeler ainsi, peu de personnes reconnaissent cette manifestation de joie qui pourtant est fortement rattachée à la célébration de la fête de l'indépendance. Pour preuve, connaissez-vous la retraite au flambeau? La retraite au flambeau? Non, monsieur, je n'ai pas eu connaissance de ça. Connaissez-vous la retraite au flambeau? Non, je ne connais pas ça. La retraite au flambeau? Non, je ne connais pas. C'est justement cette dénomination retraite au flambeau qui est peu connue de certains Maliens. Mais une fois expliquée par les spécialistes, beaucoup se retrouvent. Retraite, donc c'est tout simplement les pionniers se retirent de toute activité à un moment, alors pour se mobiliser autour du flambeau, ça veut dire d'une flamme que nous allons allumer et traverser pratiquement certaines rues de Bamako afin de montrer à tout Bamako, à tous les citoyens maliens
et d'ailleurs, que nous sommes très contents, nous sommes très heureux que notre pays alors va avoir une lumière et que des lumières sont sorties pour notre pays. Ça se fait généralement le petit soir, entre 19h et 21h. Elle est animée par la fanfare, mais qui est accompagnée par les militaires. La pratique remonte en septembre 1960 quand le vent de l'indépendance a soufflé sur l'ancien Soudan français devenu par la suite la République du Mali. Je vous dirais que cette retraite au flamand tire son origine depuis le départ du colonisateur. À la veille, ce que nous avons appris, de façon spontanée, la population s'est mêlée aux civils et ils ont défilé ils ont parcouru presque toute la ville. Donc ça symbolise la veille de notre indépendance même. Ces flambeaux tenus par les manifestants a une signification, car lors de la retraite, aucun geste n'est anodin. Qui parle de lumière parle beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a parlé de la révolution scientifique qui est une lumière. Donc la lumière a beaucoup de sens. Et c'est la lumière qui fait disparaître les ténèbres. Donc c'est là où pratiquement il y a les connaissances, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans ces siècles-là. Et nous considérons cette lumière comme l'avancée du Mali et que tous les Maliens doivent saisir cette lumière alors pour mener à bien partout où ils sont, que ce soit dans les champs, dans les classes, dans les lieux de travail, au marché et partout sur les chantiers, que chacun bouge parce que le Mali bouge. L'ambiance qui règne tout au long du parcours est une illustration parfaite de l'excellente relation qui existe entre militaires et civils. Une excellente relation soutenue par la musique des armées. Les gens ont tendance à croire que la fête du 22 septembre, c'est une fête militaire. Mais en réalité, c'est une fête nationale. Raison pour laquelle la retraite au flamand a tout son sens, parce que elle fait rappeler à la veille que le lendemain, c'est la fête de l'indépendance. Donc, dans ce domaine, il n'y a pas question de civil, il n'y a pas question de militaire. C'est une fête nationale que nous devons tous fêter avec éclat. Les Maliens doivent comprendre que la diversité du Mali est là, dans beaucoup de choses, mais l'union doit être dans le cœur et que nous devrons rester unis. Et aujourd'hui, le 22 septembre doit unir tous les Maliens, parce que le Mali a donné tout à ses fils. Dans la nuit du 21 au 22 septembre, s'il vous arrive de croiser la délégation de la retraite au flambeau, ne soyez pas étonnés. Et si ça vous tente, joignez-vous à la fête. Voilà, Nyanya Alou Traoré, ce qu'on a pu recenser pour vous pour ce premier numéro de l'édition spéciale consacrée aux 62 ans d'indépendance du Mali. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention et à vous pour la suite. Merci beaucoup, Serra Bachili, pour ces rappels historiques. Et ce n'est pas tout. Rendez-vous demain, jour de célébration, pour vous proposer d'autres reportages sur d'autres aspects aussi importants de notre Mali indépendant. Et je vous communique donc, je vous lis ce communiqué donc du ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social qui communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du jeudi 22 septembre 2022, fête de l'indépendance, étant chômée et payée la journée du vendredi 23 septembre suivant le jour de la fête est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Et vous le savez, nous sommes dans la semaine nationale de la réconciliation. Pour boucler la boucle, le Conseil national de transition, très actif, la termine par une journée citoyenne et sportive marquée par la remise d'enveloppes symboliques. Ba Traoré nous en parle. Il est 7h30 ce mercredi 21 septembre 2022 lorsque les membres du Conseil national de transition se retrouvent pour la montée des couleurs.
Le ton est ainsi donné pour la journée citoyenne et sportive instituée depuis quelque temps par le Conseil national de transition. Mais l'événement du jour a un accent particulier. Il se déroule juste à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance du Mali. Il s'agit pour nous, en ce matin du 21 septembre, la veille de notre fête d'indépendance, 22 septembre 1960, 22 septembre 2022. C'est un moment vraiment historique, symbolique pour tous les membres, toutes les autorités de cette transition. Et par la même occasion, je vous exhorte à ne jamais désespérer. C'est d'ailleurs l'occasion aujourd'hui de rassurer nos aïeux pour qu'ils sachent que leur lutte ne sera pas vaine. Le président du CNT a aussi lancé un appel aux Maliens en leur demandant de doubler d'engagement et de courage pour la stabilité du Mali. Je souhaite une excellente fête d'indépendance à l'ensemble des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Et encore beaucoup de courage. Et soyez sûrs que le Mali n'a point besoin de chance pour faire des succès. On a juste besoin de courage. L'activité étant à la fois citoyenne et sportive, le colonel Malik Diaw fera un tour sur les différentes aires de jeu, à savoir le football, le volleyball et le yoga. La fin de la cérémonie est marquée par la remise d'enveloppes symboliques à la pouponnière, au village d'enfants SOS de Salankoroba, à l'Amaldem et à l'Office national des pupilles de la nation. Ces remises ont été faites par les membres du CNT. Je suis très heureuse par rapport à cela. Nous remercions le président du CNT qui a bien voulu prendre cette initiative et nous donnons la ferme résolution que l'engagement que cet argent sera bel et bien utilisé pour les enfants pupilles. Il faut rappeler que l'activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation. 62 ans d'indépendance et de souveraineté nationale, le RTM n'entend pas rester en marge. Durant 5 jours, la télévision nationale va transmettre en intégralité des émissions spéciales comme Tribune de vérité, le débat sur le Mali-Koura, spécial sport, spécial grain de midi, entre autres. Des émissions qui visent non seulement à faire un rappel des moments historiques de notre pays de l'indépendance à nos jours, mais également des perspectives pour le futur. Boukari Koulibaly nous en parle. Pour la célébration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, l'ORTM plonge les Maliens au cœur des émissions spéciales. Des émissions qui visent à faire l'historique et le bilan des acquis sur le plan politique, économique, social et culturel. C'est là avec des experts du domaine. Ce débat vise d'abord à faire un rappel historique, c'est-à-dire que de l'indépendance à nos jours. Donc ce débat vise à faire aussi un bilan en termes de réalisation, en termes d'acquis. Qu'est-ce qui a été fait de 60 à nos jours, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut revoir et surtout voir les perspectives. Comme on le dit, nous sommes aujourd'hui dans un contexte de refondation des Mali-Koura. Ce n'est pas tout. Du sport, il y en aura aussi au menu. Et nous avons donc décidé justement d'animer cette émission consacrée au temps fort de 2 disciplines majeures. Il s'agit particulièrement du football de par sa popularité, mais aussi du basketball par la satisfaction que la discipline nous a apporté en termes de trophées. Ainsi, à partir de ce mercredi jusqu'au dimanche prochain, revivez en intégralité sur votre télévision nationale des débats, des émissions de divertissement, des documentaires. Bref, tout un ensemble de programmes dédiés au 22 septembre. Et la délocalisation de l'émission Grain de Midi à Ségou, en passant par le direct sur la prise d'armes au génie militaire ou encore spécial Ambékou, toute une armada d'équipes mobilisées. On a pris l'engagement de décentraliser certaines de nos émissions et aujourd'hui nous sommes à Ségou avec une émission phare matinale de l'ORTM, notamment le Grain de Midi. C'est une grosse équipe que nous avons déployée ici pour une première qui ne serait pas une dernière et je sens ici qu'il y a un engouement, sinon un intérêt particulier par rapport à cette émission-là. Et pour l'occasion, Alassane Ouattara, tailleur de son État, vient gracieusement d'offrir à la direction générale de l'ORTM des chemises aux couleurs nationales. Un geste pour signifier son soutien à son pays, le Mali.
C'est tout pour ce journal spécial. Merci de votre aimable fidélité à votre télévision nationale. Je vous souhaite à tous une bonne fête d'indépendance. À demain, 20h. Un grand merci à nos téléspectateurs de Ségou, Pelengana et de Markala. Bonsoir à tous.